Salut l'équipe, aujourd'hui un sujet important qui est cause de scission dans l'approche des frameworks JavaScript modernes, j'ai nommé le Change Detection Strategy. Ce dernier va nous amener à comparer sur ce critère-ci un paquet de frameworks JavaScript plus ou moins récents, donc dans l'ordre Dojo, EXT.js, Backbone, Ember.js, Vue.js en version 1 et 2 car l'implémentation est différente concernant ce critère-ci, AngularJS, Angular, React et Helm. Mais juste avant de commencer ce sujet, je tiens à donner un énorme merci à @teropa qui m'a autorisé à réutiliser son article sur le sujet. Donc je vous mets le lien en description de son article et de son site web par la même occasion qui est très intéressant. Il y a aussi une multitude d'autres articles sur lesquels je me suis appuyé et que vous pourrez trouver en fin de mes slides qui lui aussi est en description. So now it's time to start. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'on entend lorsque l'on aborde le Change Detection Strategy? Donc sous ce nom peu avenant, en fait, se cache le fait de rafraîchir la UI automatiquement et le plus rapidement possible. Alors pourquoi c'est pertinent de comparer les frameworks sur ce critère-ci? En fait, d'après moi, il y a deux problématiques qui ont causé l'introduction continue de nouveaux frameworks chaque année. Donc le Change Detection Strategy et l'architecture au niveau donc de la business logic, avec des approches telles que du MVVM ou alors du Flux et du Redux. Nous en discuterons dans de futures vidéos, quand il sera temps d'aborder NGRX ou Redux, et ce sera d'ailleurs l'occasion aussi d'introduire la différence entre la programmation fonctionnelle et la programmation orientée objet. Alors pour boucler la boucle, en fait, je rajouterai un troisième point de comparaison qui ne fait que émerger pour le moment, c'est l'introduction de librairies qui permettent en fait de rationaliser la modèle logique, donc la modèle au sens front-end. Donc le but de ces librairies est en fait d'obtenir une communication, je dirais, coercitive entre le client et le serveur. Donc ça permet en fait d'adopter une approche dite Data-Driven Development. Si tout ceci vous intéresse, ne vous inquiétez pas, on va l'aborder très prochainement, donc je suis actuellement en train de confectionner une petite formation sur le sujet. Ainsi, sur cette dernière couche, c'est là qu'est né en fait les derniers frameworks comme Relay ou Vulkan.js. Que l'on va pas en fait rentrer en détail plus que ça parce que concernant le Change Detection Strategy de ces frameworks, ils sont basés sur React. Quand on va aborder React, on abordera par la même occasion ces frameworks-ci. Et donc vous l'aurez compris, ce critère-ci de Change Detection Strategy est totalement en lien avec le cycle de vie de la librairie ou du framework. Concrètement, pourquoi c'est pertinent de regarder en profondeur ce critère-ci, qui va nous permettre vraiment de scinder en deux familles bien distinctes les frameworks ou librairies JavaScript. C'est une décision qui se situe en fait au niveau du paradigme. Pour simplifier, on a d'un côté du Vanilla Plain JavaScript, jQuery, Backbone, Dojo, ETX.js, etc. Dans le code va être géré de façon impérative pour l'update du DOM, donc une programmation impérative. On doit explicitement mentionner ce qui va changer dans le DOM. On doit, de ce faire, dire comment parvenir à nos fins. Tandis que de l'autre côté, on a des librairies et frameworks modernes qui gèrent le changement automatiquement à l'intérieur même de leur cycle de vie. Donc ici, avec cette approche, on doit juste déclarer ce que l'on veut. C'est juste le what et pas le how. C'est la façon la plus concise de mettre en fait en exergue cette différence de paradigme précédemment énoncée. Bon, si pour le moment ça fait pas encore sens, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails au niveau des implémentations, mais voilà, pour abstraire au niveau paradigme, c'est quand même fondamental, ça va vraiment nous permettre de discriminer le plus simplement et le plus rapidement possible les différents frameworks. Maintenant, prenons la machine à remonter le temps. Back to time. Il fut une époque, avant les frameworks JavaScript, oui, il y a eu une époque, ça existait. La seule solution consistait à faire du server-side rendering. Et c'est en fait la solution la plus sensée pour notre problème, pour cause en fait on l'évite complètement. En effet, en ce temps de préhistoire, le front-end developer n'existait pas, c'était juste un simple intégrateur web qui faisait de l'HTML, du CSS statique et du JavaScript servait éventuellement à certains effets pour la UI. Mais ça touchait en aucun cas à la business logique de notre application. Cependant, en contrepartie, à chaque transformation, une nouvelle page est envoyée par le back-end, et le browser ne fait que l'afficher. Donc il n'y a pas de changement, donc nous sommes dans un univers en fait dit immutable, où rien ne change, on écrase tout et on reset l'entièreté de nos pages web, donc l'entièreté de l'univers. Le problème sous-jacent, c'est la lenteur. Et donc l'expérience utilisateur qui en est affectée. En effet, ici le browser doit refaire un rendu complet et en plus un aller-retour sur le réseau pour aller chercher des informations à chaque interaction, ce qui rend le site web ou l'application extrêmement lente. Donc en fait, avant le web 2.0, cela nous suffisait car on n'avait pas techniquement de solution pour faire autrement. Cependant, depuis l'Ajax, créé par l'introduction de l'XML HTTP Request en 1998, est disponible à l'intérieur d'IE 5.0, et puis ajouté dans Firefox en 2002, et oui, ça remonte tout ça, ça remonte à une époque où Microsoft participait à l'évolution du web. Fut un temps, ça a existé, ce n'est pas une légende. Mais cette révolution en fait a permis de déléguer la responsabilité de la business logic sur le front.
Et à l'époque, juste quelques scripts boilerplate à l'intérieur de nos pages HTML faisaient l'affaire. Ce qui était tellement joli à maintenir. Bref, c'était la préhistoire, mais c'était aussi les prémices. En effet, aujourd'hui, une page web est constamment stressée par un nombre imposant d'opérations asynchrones, pas seulement de l'Ajax. Donc je vous ai dressé une liste pour que vous pouvez voir tous les types d'opérations asynchrones que l'on peut rencontrer. Donc on a bien sûr l'Ajax, les WebSockets, les User Events avec des clics, des mouse moves, des key up, key down, etc. Des animations et des workers. Ainsi, c'est imposé une première génération de framework JavaScript. Donc j'ai nommé Backbone.js, EXT.js et Dojo. Ils ont introduit pour la première fois un véritable data model à l'intérieur même de notre navigateur web. Donc au lieu de juste avoir des scripts qui sont par-ci par-là. Donc c'est la première fois que le front-end a des pleines responsabilités de manager de la business logic. Donc en relation avec notre première slide, on peut voir qu'ici l'utilité de ces frameworks est uniquement de trouver une solution concernant l'architecture de nos applications. Donc le deuxième point qu'on en avait mentionné comme point de comparaison important. Donc il se situe au niveau de la business logic. Mais il ne résout en aucun cas notre problème de rendu d'interface, de rafraîchissement d'interface. On doit toujours nous-mêmes le gérer impérativement. Donc nous sommes finalement au même point que d'utiliser du JavaScript pur. Bien sûr, le fait de devoir tout gérer a un seul bénéfice, un contrôle beaucoup plus précis des opérations sur le DOM, et surtout de ses accès. En effet, les accès au DOM demeurent en vérité le point le plus coûteux en termes de performance. Nous allons en reparler plus en détail lorsque nous aborderons l'approche d'AngularJS. Bref, ici le framework n'a aucune idée de ce qu'il doit rendre. C'est à nous de voir, c'est notre responsabilité. Et oui, car en fait, il manque un concept essentiel, qui a été introduit dès 2009 et qui a très rapidement été accepté par la communauté, je dirais le data binding. Nous allons voir comment Ember.js et Vue.js en version 1 peuvent, grâce à ce concept, gérer le rafraîchissement. Donc le data binding permet de faire un lien direct entre notre data model et la UI. Donc concrètement, il y a un écouteur ou listener d'événements pour updater la UI. Donc chaque événement savent ce qu'il doit updater. Le gros compromis avec cette approche, c'est que Ember.js ou Vue.js doit toujours être au courant des changements qui se produisent dans le data model. Donc concrètement, cela signifie que l'on va devoir wrapper nos datas dans des objets spéciaux qui héritent directement de l'API d'Ember.js ou de Vue.js. Ainsi, on va devoir utiliser une méthode setter spéciale pour updater nos données. Donc cela peut être assez tricky quand vient le moment de restructurer notre code à l'extérieur du framework, mais pour l'essence de l'approche, c'est celle-ci. Je connais exactement ce qui a changé et de ce fait ce qui doit être rendu, car je contrôle tout le modèle et la vue. Passons maintenant du point de vue d'AngularJS, qui est complètement différente de celle-ci. Pour ce framework-ci, c'est je n'ai pas d'idée de ce qui a changé, donc je vais juste tout checker pour voir ce qui a besoin d'être updaté. En fait, c'est ce qu'on appelle le dirty checking, donc la vérification sale pour les francophones. Globalement, nous ajoutons des watchers et tous les X millisecondes, ça dépend du nombre de watchers à surveiller, plus il y en a, plus le dirty checking est lent. Bref, toutes les X millisecondes, un $digest est déclenché. Donc, alors en français, un $digest consiste à demander à tous les watchers si leur propriété a changé ou pas. Donc à première vue, cela peut sembler vraiment peu efficace, mais dans la réalité, ce n'est pas le point le plus coûteux en termes de performance. En fait, le véritable critère quand vient le moment de discuter de performance et de rendu UI, c'est le nombre d'accès et d'opérations au DOM. C'est vraiment le nerf de la guerre. Par conséquent, AngularJS reste très performant tant que ce dernier n'entreprend pas trop d'accès au DOM. Or, AngularJS n'est pas réellement concentré sur ce critère, contrairement aux nouvelles générations de frameworks JavaScript tels que Angular, React ou Helm, que nous allons aborder ultérieurement. Ainsi, il peut se passer une introduction de rafraîchissement cyclique qui peut être très coûteux du coup au niveau des accès au DOM et donc la performance va en pâtir. Personnellement, j'ai déjà rencontré, mais il faut vraiment y aller et ne pas trop respecter aussi les recommandations d'AngularJS. Enfin, il y a un autre problème aussi, c'est pour toutes les opérations asynchrones, comment déterminer que je dois lancer le $digest. C'est pour cela qu'il y a un autre service qui s'appelle le $apply qui va permettre d'exécuter le $digest. Ce $apply, c'est un wrapper du $digest et il va falloir le lancer sur toutes les opérations asynchrones qui ne sont pas capturées par le framework lui-même. Donc je m'explique, si on fait un setTimeout, qu'on refresh une variable, celle-ci elle ne sera pas rafraîchie. C'est pour cela qu'a été introduit en fait de nombreux services AngularJS, tels que le $timeout pour le setTimeout ou le $interval pour le setInterval, qui effectue la même fonctionnalité du timeout ou du interval, donc exécuter un code tous les X millisecondes. Et en plus, il va appeler le $apply, qui va donc déclencher toute la phase de dirty checking. Mais voilà, on en revient exactement au même problème que les frameworks précédents. Nous avons à utiliser une API spécifique, et en plus on doit en accepter la manière de penser et les subtilités du framework. Donc pour résumer cette première génération de framework, on a une utilisation d'API spécifique, et surtout ils ne sont pas focalisés sur le problème principal, qui est tout simplement l'accès au DOM, qui doit être effectué un minimum de fois. C'est pour cela qu'une nouvelle génération est arrivée, traitant le problème de façon beaucoup plus optimisée. Alors tout d'abord, on va commencer par Angular. Ce framework va résoudre les deux problèmes, c'est-à-dire
le problème d'utilisation d'une certaine API, et aussi le fait de rationaliser le dirty checking pour qu'il soit beaucoup plus performant. Alors, pour ce problème d'API, il faut donc un rafraîchissement de la UI qui soit complètement transparent, rien qu'en utilisant du JavaScript pur, ou plutôt du TypeScript quand vient l'heure d'utiliser de l'Angular. Le framework, il s'occupe de tout ce qui est autour, et il rafraîchit automatiquement et efficacement l'état courant. Donc, pour performer cela, il utilise une technologie qui se nomme la ngZone. Donc, globalement, la ngZone est elle-même basée sur une librairie qui s'appelle Zone.js, et cette librairie, elle s'occupe d'exécuter du code dans un contexte particulier, qui va wrapper ou entourer chaque fonction avec des event hooks, ou crochets d'événements en français. La possibilité de forker un contexte est très simple, tout comme on forkerait un processus machine. Par conséquent, la ngZone est un simple fork qui va étendre notre API de cette librairie Zone.js. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va ajouter des custom hooks tels que le onTurnEvent. Ce dernier va exécuter la fonction tick d'Angular qui va se charger de rafraîchir l'intégralité de notre application. Donc on pourrait faire le parallèle avec le $digest d'AngularJS. Ok, mais comment ça se fait quand même qu'à la fin d'un setTimeout, donc en JavaScript pur, ou toute autre fonction asynchrone, Angular soit capable de lancer l'onTurnEvent? Tout simplement, en fait, la ngZone va monkey patcher l'ensemble des opérations asynchrones que l'on a mentionnées quelques slides auparavant. Pour les personnes qui se demandent en quoi consiste le monkey patch, c'est une façon de modifier ou d'étendre du code qui sera exécuté sans en modifier le code source original. Donc c'est utilisé pour des langages de programmation dynamique, bien sûr. Donc techniquement, il va utiliser le côté dynamique prototypal de JavaScript pour surcharger les fonctions par défaut. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un immense travail qu'il y a derrière. En plus, en interne, ça utilise de la programmation fonctionnelle réactive avec l'utilisation directe de la librairie RxJS de ReactiveX, que nous verrons en détail bien plus tard, bien que j'ai déjà abordé dans un tutoriel sur les services Angular. Lien en description comme toujours. Bref, pour faire court, derrière, il utilise une approche fonctionnelle sous forme de flux pour déclencher l'événement. Et il va donc surcharger l'ensemble des fonctions natives du JavaScript. Donc maintenant que l'on sait comment il va déclencher le dirty checking, ce changement de détection, en évitant d'utiliser une API spécifique, comment va-t-on rationaliser et rendre prédictible ce dirty checking? Pour cela, on va raisonner en composants et imposer un flow assurant la stabilité de l'état courant en une seule passe de rafraîchissement. Restez avec moi, c'est la partie peut-être la plus vraiment théorique. En fait, notre application, on va pouvoir la représenter sous forme de tree, donc un arbre de composants, comportant chacun sa propre instance de change detector, donc l'objet qui va se charger de gérer le changement de détection. Cela implique obtenir finalement un arbre d'instance de change detector. Et quel est l'intérêt d'avoir un arbre? Pour rappel, un arbre c'est un graphe orienté dans lequel deux vertices ou plutôt points sont connectés par exactement un chemin. Donc en d'autres termes, tout graphe orienté acyclique est un tree. Et c'est ça le maître mot, c'est qu'il n'y a aucun cycle. Ça rend ainsi le dirty checking beaucoup plus propre. Nous n'avons plus qu'à rendre chaque composant, du composant route, au composant feuille de notre application. Et ainsi nous avons obtenu ce que l'on cherchait, c'est-à-dire un flow unidirectionnel, plus prédictible, assurant la stabilité de l'état courant en une seule passe. C'est ça qui est important, c'est qu'on obtient une garantie de complexité en grandeur O de n, avec n le nombre de composants de notre application. Donc un temps constant, ce qui est une évolution en fait majeure. Mais effectivement, ce flow n'est pas imposé, et en cas de non-respect, c'est-à-dire que techniquement, s'il y a un effet de bord après la première passe de change detection, Angular sera en mesure de nous retourner des erreurs le cas opportun. Donc là, on a tout résolu en fait. Donc le problème d'API propriétaire et le dirty checking. Mais pourquoi pas aller encore plus loin? Il serait intéressant qu'Angular ne perde pas du temps à effectuer un changement de détection pour les parties d'application dont le state en fait n'a pas du tout changé. Eh bien techniquement, on peut d'ores et déjà le faire. En fait, en imposant une data structure qui nous donne une certaine garantie, j'ai nommé l'immutabilité. Le concept d'immutabilité sur nos objets. Certes, c'est une contrainte en plus pour nous, parce que JavaScript n'est pas nativement immutable. Mais en combinant l'immutabilité et donc le cycle de vie d'Angular, ça va nous permettre de performer un refresh seulement sur une partie de notre tree, donc de bypasser un ensemble de composants. Donc naturellement, cela ne modifie en rien la grandeur de complexité qui demeure en O de n toujours. Parce que, voilà, n-x composants, donc une constante, ne change fondamentalement rien, c'est une optimisation. Si vous avez étudié un peu la complexité algorithmique, une constante ne change jamais la complexité du temps d'exécution. Mais c'est quand même important de le mentionner, donc on peut encore optimiser encore plus. Et donc je ne vais pas m'étaler plus que cela sur le sujet, car j'ai déjà une vidéo sur le sujet qui explique et implémente cela en détail, donc le lien est en description. Pour faire une version courte, on peut changer en fait la detection strategy de notre composant en la basant uniquement sur les paramètres d'entrée de notre composant. Ainsi, l'update du composant dépendra uniquement de ses entrées. Et si ces dernières sont immutables, donc conservent la même référence, on va pouvoir interdire, si la référence est identique,
l'exécution du dirty checking sur ce composant-ci et sur tous les enfants du composant. Et voilà, c'est vraiment la meilleure solution du moment et il faut avouer quand même que c'est vraiment un système qui rocks. Alors maintenant, avec React, on arrive exactement au même résultat, mais avec une approche totalement différente qui s'appelle le Virtual DOM. Alors je dis React, mais ça regroupe React, Vue.js en version 2.0 et Helm. Tous ces frameworks utilisent un Virtual DOM. Alors qu'est-ce qu'un Virtual DOM? En fait, ça consiste que quand la UI est rendue, tout d'abord un DOM virtuel est calculé, qui est une version allégée, une pure JavaScript data structure d'objets et de tableaux qui vont représenter notre DOM objet. Un process séparé va se charger de prendre ce Virtual DOM et de créer les éléments réels du DOM à afficher à l'écran. Ainsi, au moment de l'update d'un état, la fonction setState d'un composant est explicitement appelée. Donc là voilà, on voit quand même qu'on utilise une API bien spécifique contrairement à Angular. Mais ce qui est bien, c'est que cette API, là on va vraiment nommer les choses avec le state qui est l'état courant du composant. Ainsi, une fois qu'on appelle cette fonction setState, dès lors, le composant va être marqué comme dirty. Donc c'est-à-dire qu'il y a une phase de réconciliation qui va commencer. Donc cette phase consiste à faire une différence entre le Virtual DOM précédent, avant l'introduction de l'update, et le nouveau Virtual DOM, qui a été calculé juste sur les composants dirty et l'ensemble de leurs enfants bien sûr. Ainsi l'algorithme dit de diffing va pouvoir s'exécuter et calculer la différence entre les composants. Donc de base, React, il évite déjà un calcul complet du Virtual DOM à chaque update, contrairement à l'approche native d'Angular où on doit utiliser de l'immutabilité pour assurer ça. Mais maintenant, pour abstraire un petit peu, la problématique c'est que on va avoir deux trees représentant le Virtual DOM avant et présent sur un pan de notre application, et on va devoir générer avec un minimum d'opérations la transformation d'un tree à l'autre. Donc l'état de l'art des algorithmes pour résoudre ce problème actuellement possède une complexité en O(n) au cube. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que si notre application React a 1000 éléments, cela requiert 1 million de comparaisons. Donc voilà, vous voyez très bien que finalement, on va se retrouver dans un problème de performance assez rapidement. C'est pour cela, on va adopter un algorithme dit heuristique qui va nous permettre de descendre en complexité O de n. Pour cela, on va devoir introduire quelques hypothèses. Donc, comme Angular le fait en fait. Donc pour React, les hypothèses sont les suivantes. Tout d'abord, deux éléments de type différent produiront un tree différent. Donc ceci est directement dû au fait qu'un élément du DOM ne peut muter de type. Ça c'est impossible en HTML de muter un nœud en un autre. Donc un nœud texte en div, enfin ce que vous voulez. Et ensuite le deuxième, il est un peu plus anecdotique, mais en gros c'est qu'on va utiliser des clés pour nommer nos éléments enfants et ainsi pouvoir directement se baser sur cette clé pour savoir s'il y a eu un rafraîchissement ou pas. Bon, enfin, bref, on va pas en parler plus que ça, c'est pas très important, c'est vraiment un corner case. Voilà, ainsi donc on a nos deux trees, et donc on va commencer à s'intéresser à l'algorithme de diffing. En fait, cet algorithme, il va avoir trois cas majeurs. Donc, tout d'abord, s'il rencontre un élément de type différent, donc que ce soit un DOM élément ou un component element, donc un composant de type React, donc dès qu'il rencontre ça, l'ensemble est détruit, c'est-à-dire que le composant et ses enfants sont démontés. Un nouvel arbre entier est introduit. Ce qui signifie qu'à chaque nouvelle instanciation, les hooks sont déclenchés, donc les hooks des composants sont déclenchés, tels que le component will mount. Voilà, donc ça c'est le cas le plus drastique. C'est ce qui se passe en fait quand on change totalement de page, le root élément est différent, du coup on régénère tout. Sinon, le deuxième cas c'est si on rencontre un DOM element, un élément au sens HTML, de même type. Dans ce cas, en fait, React va conserver le nœud du DOM sous-jacent et seulement updater les attributs le cas opportun. Et récursivement, il va passer aux éléments enfants et continuer cet algorithme. Donc ensuite, le troisième cas, c'est si on rencontre un composant element, donc un React component, de même type. Alors ici, il conserve la même instance du composant et va updater les propriétés. Ainsi, il y a certains hooks du cycle de vie du composant qui sont appelés, comme component will receive props, should component update, que nous allons reparler après lorsque l'on optimisera encore plus le process comme on a fait avec Angular avec l'immutabilité, et le component will update. Et enfin, après ces hooks, il y a bien la méthode render, qui va vraiment faire le rendu de chaque composant et est appelée. Et donc le diffing va continuer à effectuer son travail de façon récursive entre le virtual DOM présent et précédent. Et une fois que ce composant a fini d'être rendu, voilà, un dernier hook est déclenché, le component did update. Donc voilà, ainsi avec cet algorithme on a pu rafraîchir notre application en temps constant à l'aide d'un virtual DOM. Donc Vue.js l'a introduit depuis sa version 2, sinon React lui l'utilise depuis le début, donc en 2013, et Helm est lui-même basé dessus. La différence de Helm c'est que c'est un langage de programmation à part qui va transpiler son code, donc c'est un langage de programmation
en fonctionnel pur et il va transpiler son code en JavaScript. Alors maintenant, comme pour Angular, pourquoi ne pas améliorer et optimiser? Donc je dis bien optimiser, on ne change pas l'ordre de grandeur de complexité. C'est via la fonction shootComponentUpdate, ce hook en fait, il va nous permettre de retourner un booléen. Et s'il est à false, il va empêcher l'exécution de la fonction render du composant et donc stopper le diffing algorithme pour ce composant ainsi que pour l'ensemble des composants enfants. S'ils n'ont pas été marqués dirty, bien sûr, ces composants enfants. Sinon, une phase de réconciliation est calculée aussi pour eux. Mais l'idée, c'est qu'avec l'immutabilité, on va pouvoir tester la référence des propriétés et ainsi savoir si l'état du composant a été modifié ou pas. Il n'y a pas besoin de faire de deep comparaison. Et ainsi, voilà, avec l'immutabilité, on arrive à une solution optimale de nouveau. Donc voilà, on a vu donc en détail, on a catégorisé en 4 familles, je dirais. Donc la première famille, qui ne gère pas du tout le rafraîchissement, donc on est encore dans un paradigme impératif, tandis que les 3 autres approches, on est dans un paradigme déclaratif. Avec donc Ember.js, Vue.js vont pouvoir wrapper, je dirais, le data model et donc savoir exactement ce qui va être modifié. Ensuite, la famille d'Angular, avec l'idée, c'est qu'on place des watchers de partout et on exécute un cycle de vie, un dirty checking, rationalisé depuis la version 2 donc. Et la dernière approche du Virtual DOM. Alors c'est vraiment un concentré, hein, ça peut paraître de prime abord compliqué, mais néanmoins, voilà, j'espère véritablement que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai adoré la faire me concernant, et je pense qu'elle aborde un sujet qui est quand même très important. Il nous permet vraiment d'abstraire et de comprendre beaucoup plus facilement ce qui se passe et pourquoi il y a autant de frameworks qui pop tous les jours et qu'il y a de la JavaScript fatigue qui s'installe. Voilà, c'est pas non plus pour rien, il n'y a pas que de la hype derrière, il y a vraiment des personnes qui pensent de point de vue complexité algorithmique et de point de vue purement informatique et mathématique, simplifier les problématiques que l'on rencontre tous les jours. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à rajouter éventuellement d'autres frameworks qui se retrouvent dans telle ou telle famille, ou à dire à quel endroit c'était un peu trop vulgarisé ou pas. Pour ce qui est du reste, donc si vous voulez rentrer un peu plus dans Angular, vous avez déjà ma formation qui permet d'introduire les principaux concepts, que je continue de maintenir. Et sinon pour React, ça arrivera dans un futur très lointain, je dirais. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez permis de voir un peu plus clair dans cet écosystème vraiment foisonnant, je dirais. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos web. Restez connectés. Peace.